Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur NRTV dans cette quotidienne un peu spéciale. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé un merveilleux week-end. Nous, tout va bien, puisque cette émission est spéciale. Elle est consacrée à notre terroir, une émission fromager en compagnie de toute l'équipe du Mondial de fondue qui est en train de touiller presque. Allez-y, touillez messieurs, on la prépare cette fondue. Elle arrive et avec Stéphane Jaillet, président du Mondial de fondue qui a lieu du 17 au 19 novembre à Tartenien. On est bien ? Ah, on est toujours bien à Tartenien, et c'est pas toute l'équipe, hein, c'est une sélection. Une petite sélection, on a en primeur la fine équipe donc de ce 4e mondial de fondue. Et puis puisque je parle terroir, on parlera miel, abeilles et ruches, aussi en votre compagnie. Mélanie Baudet et Yves Cudré, bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre de la Société d'apiculture de Nyon, qui a son assemblée cette semaine. Alors on va consacrer une page bien sûr aux abeilles de notre région et aux enjeux justement de la production de miel avec les dérèglements climatiques qui se multiplient, les parasites des insectes qui voyagent et bien sûr le frelon asiatique. Tout ça ce sera après. Mais alors Andrea, puisqu'on parle terroir, tu es où toi aujourd'hui ? Oui, bonjour Alexandre, bonjour tout le monde. Je suis en compagnie de Francis Yagui. Bonjour. Merci de nous recevoir ici, votre ferme, la ferme Yagui à Coinsin. Donc tu le vois Alexandre, plein de produits derrière nous. Et puis d'ailleurs, puisque tu parlais miel, regarde le miel de Mélanie, il est juste ici. Voilà, tous les produits concentrés ici dans cette ferme libre-service avec une spécificité. On va en parler avec vous Francis, puisqu'il y a plein de produits que vous faites ici, de A à Z, du 100% fait maison. Le fait maison, c'est notamment l'huile. On ira voir les machines tout à l'heure, mais aussi une machine, le moulin, pour faire toutes vos farines. On voit, les produits sont juste ici. Et puis, les stars de votre ferme, c'est les poules. On va aller justement les voir, mais j'aimerais savoir, Francis, cette ferme, vous l'avez reprise en 2011. Pourquoi vous lancez dans cette aventure qui est quasiment familiale, il faut le dire? Alors, l'agriculture a toujours été une passion. Pour moi, de reprendre la ferme des parents, c'était un peu une logique. Et puis, en 2011, quand j'ai repris la ferme, moi, c'est aussi logique de partir directement en bio. Et gentiment, après 2 ans, on a gentiment mis comme je dis, le premier pas dans la vente directe. Et gentiment, on a commencé à transformer de plus en plus nos produits. Et après, est venu les poules en 2016. Et voilà, ensuite. Et maintenant, on se trouve avec un joli assortiment de plein de différentes graines. On a le moulin aussi à la ferme. On fait aussi les lentilles, du millet, du soja qui est transformé en tofu aussi sur la ferme. On va aller voir ce moulin d'ici quelques instants, Francis. Mais pourquoi cette volonté de tout faire ici et puis d'aller chercher finalement du bio? Puis on arrive, pendant que je vous parle, dans l'enclos des poules, vous allez le voir. Pourquoi cette volonté justement de tout faire vraiment depuis ici, d'avoir ce contrôle qualité, je vais l'appeler comme ça? C'est top, je pense que c'est vraiment gratifiant de pouvoir cultiver. C'est-à-dire que vous semez, comme là, il y a un mois en arrière, on a semé nos céréales. Être sur le tracteur en train de semer ses céréales et après de pouvoir récolter soi-même ces céréales, de pouvoir les trier, les nettoyer, de pouvoir les stocker soi-même, puis après les moudre. Et puis la cerise sur le gâteau, c'était en 2021 quand on a construit la boulangerie sur la ferme, de pouvoir transformer cette farine en pain directement sur la ferme avec un four à bois. Pour moi, c'est le top. Ouais, ça demande quand même beaucoup de travail, parce qu'on sait que les agriculteurs, c'est déjà un métier en soi. Finalement, vous avez l'aspect agriculture avec les bêtes, vos poules, mais aussi finalement la vente. C'est 2 métiers totalement différents. Oui, totalement. Alors, c'est clair que l'agriculteur, c'est déjà un métier comme d'autres métiers. Mais après, en effet, il y a toute la vente, il y a le marketing. On doit mettre plusieurs salopettes la même journée et c'est ce que j'aime beaucoup et c'est ce qui me passionne. Alors, je vais vous montrer ce qui se passe autour de nous parce que là, on a toutes les poules qui viennent à mes pieds. Francis, elles sont combien? Alors, nous avons 6 poulaillers mobiles et chacun comporte 250 poules. Alors, ça nous fait un total d'environ 1500 poules. Ouais, avec le mobile qui est assez particulier là où les poules sont abritées. Ouais, j'ai trouvé que quand j'ai vu ce système en 2015, j'étais vraiment fasciné par ce système. Je trouve par rapport au bien-être animal, vous voyez ces poules dehors, elles sont du matin, 8 heures le matin à la tombée de la nuit à l'extérieur. Et pour moi, c'était ça c'est ça pour moi l'élevage de poules, voilà. Ouais, on l'a dit avec la spécificité 100% bio. Qu'est-ce que ça implique? C'est quoi la charte que vous devez répondre aujourd'hui par rapport justement aux poules? Alors le bio, en général la ferme, c'est-à-dire qu'on est contrôlé, on a un contrôle chaque année. On a une cotisation à Bio Suisse. On fait le label Bio Suisse et ça comporte tout à fait la nourriture. Ça comporte
depuis l'achat des poules, ou même des poussins, jusqu'à l'abattage, si on veut des vieilles poules, les poules à bouillir là qu'on vend après sur la ferme, ou les œufs, et voilà, tout est contrôlé, on a un contrôle par année automatiquement, et tout doit être bio autour de la ferme. Ouais. Alors, on va mettre la main à la pâte d'ici quelques instants, Alexandre, puisque tu vas parler fondu. Je te propose qu'on parle pain et farine d'ici quelques instants et qu'on se retrouve au moulin tout à l'heure. À tout à l'heure, Francis. Ok, tout de suite. Merci beaucoup, Andrea, tout à l'heure donc pour la visite de cette ferme. En coulisses, Stéphane Jaillet, Serge Danton, comment ça se passe la fondue? Ça va? Elle prend forme, Serge? Ouais, elle va bien. Ça avance gentiment. Pas de grumeaux? Un peu encore. Bon, alors Mickaël va continuer à touiller. Voilà, on va patienter avant le mondial de fondue, mais on va parler abeilles et ruches et miel surtout. Avec vous deux, Yves Cudré, Mélanie Baudet, venez seulement avec moi en plateau me rejoindre. Vous êtes tous les deux donc apiculteurs et apicultrices. Vous faites partie de cette société d'apiculture de Nyon qui existe depuis le 19e siècle. Déjà, ça c'est une nouvelle à annoncer et qui aujourd'hui, eh bien, avec près de 150 membres, eh bien, tient son assemblée annuelle cette semaine. L'occasion donc de parler un peu de cette saison de production de miel avec vous tous les deux. Bah déjà, peut-être présentation, Mélanie Baudet. Alors, ça fait combien de temps que vous faites du miel et où est-ce que vous le faites? Alors, moi, je suis à Céligny, donc l'enclave genevoise, au milieu du canton de Vaud. Et puis, ça fait 13 ans que j'ai mes propres ruches, mais cette passion me vient de mon grand-père qui était apiculteur dans le Gros de Vaud. D'accord, d'accord. Cette passion qui vient donc de votre grand-père. Alors, les ruches, combien chez vous? Une centaine. Une centaine de ruches. Et pour vous, Yves Cudré, vous êtes à Gland, c'est ça? Alors, tout près de Gland, oui, ouais. Dans la banlieue nyonnaise, à Grand, juste en dessus de l'autoroute, et puis dans les bords du lac, à Promontou-Prangin. D'accord. Côte-Rôtie, avec une vingtaine de ruches, 10 sur un emplacement. Et puis 5 autres colonies dans un autre emplacement, 5 à 7 colonies, ça varie un petit peu. On m'a dit que cette société d'apiculture de Nyon, eh bien, les apiculteurs étaient toutes et tous amateurs, c'est vrai? Ou bien vous êtes professionnel aujourd'hui, Mélanie? Moi, je pense que je peux me considérer comme semi-professionnel, mais pas comme professionnel. Ouais, c'est difficile de vivre de son miel, en fait, dans notre région ou... Oui, vraiment, parce qu'on est tributaire des aléas météo et puis on vit avec la météo. Donc c'est vrai qu'il y a certaines années où ça marche bien et d'autres qui marchent moins bien. Donc on est vraiment tributaire de ça. Donc, alors on va parler justement, on va parler justement effectivement des problèmes météo, mais déjà parlons un peu de cette société d'apiculture de Nyon. Yves, donc vous-même, vous êtes donc amateur, vous faites ça par passion, cette production de miel. Mais c'est quoi le rôle en fait de cette société d'apiculteurs de Nyon avec ses près de 150 membres? Alors c'est une très vieille société, vous l'avez relevé, qui a 130, 140 ans déjà, une des plus anciennes sociétés de la région de Nyon. Elle a pour but de fédérer un petit peu déjà. Elle fait partie d'une fêtière vaudoise, ensuite d'une fêtière romande, qui sont censés nous représenter et qui le font assez bien d'ailleurs auprès de nos organes politiques. Et puis au niveau local, on essaye donc de motiver nos apicultrices, parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses, et nos apiculteurs, à suivre des règles, à suivre un savoir-faire, adhérer aussi à des façons de faire en rapport avec le traitement de l'abeille, son bien-être aussi. Et puis et présenter ça aux enfants aussi, il me semble. Présenter aux enfants, c'est un début que la société est en train de se donner aussi, un but éducatif. On sort un petit peu de notre zone de confort et puis on essaye, en collaboration d'ailleurs avec la ville de Nyon et d'autres entités politiques, on essaye d'attirer le scolaire en fait, les enfants et leurs parents bien sûr, lors des stands que l'on tient aussi, mais on essaye de formaliser ça et pourquoi pas intéresser les enseignants qui pourront certainement un jour ou l'autre, très bientôt peut-être, s'inscrire à différentes activités que la société pourra proposer, on l'espère. D'accord. Mélanie, vous confirmez de plus en plus d'apicultrices dans notre région aussi? Oui. Ouais, effectivement. Avant, quand j'ai débuté, c'était plutôt un milieu d'hommes. Et maintenant, j'ai de plus en plus de collègues qui se lancent dans l'apiculture. Et puis, ça devient gentiment un milieu beaucoup plus féminin. Mais avec quelques enjeux, justement, notamment météorologiques. Effectivement, comment s'est passée la saison de production là, cette année, en 2023? Parce qu'il faut le dire, là, on est en automne, donc on arrive en fait à la fin, justement, de cette période de cultivation et de récolte du miel. Mais comment ça s'est passé cette année? Alors, elle était plutôt moyenne comme année de récolte pour le miel. On a eu très peur au printemps, qui était tout d'un coup très humide, où on a eu pas mal de pluie. Et puis, on a toujours un petit peu peur de refaire une année comme, par exemple, 2019, où il avait plu
pratiquement pendant toute la saison. Donc l'humidité est un problème? L'humidité est un problème pour les abeilles, ça leur amène des maladies, des champignons, et puis pour le miel, parce qu'on essaye de lutter justement contre cette humidité dans le miel. Et puis, parce que pour éviter que nos miels fermentent, et c'est clair qu'on essaye d'avoir le minimum d'humidité. Et aussi parce que les abeilles ne peuvent pas sortir butiner quand il pleut, les abeilles ne peuvent pas voler avec les ailes mouillées. Chez vous aussi, justement, dans vos ruches, Yves Cudré, quel est votre sentiment? Et puis, comment est-ce qu'on fait face aussi? Alors, humidité, certes, mais il y a aussi parfois des périodes de sécheresse ou de forte chaleur. Est-ce que ça a une incidence? Toutes ces incidences météorologiques ont vraiment une énorme influence sur les floraisons, sur toutes ces plantes mellifères dont on a absolument besoin. Sur le plateau suisse, comme en moyenne altitude, on peut même parler jusque des zones de production dans le Jura, qui ont des productions florales, qui dépendent énormément de la météo. Donc une température, la bise, des précipitations abondantes, tout ça font que c'est tous des éléments qui perturbent le travail de nos insectes. Et il y a aussi, justement, vous parliez de Mélanie Baudet, vous parliez de maladies, de parasites, je crois notamment aujourd'hui qui se développent chez nous, mais qui viennent d'Asie, et notamment qui ont été peut-être ramenés par aussi le frelon asiatique. Aujourd'hui, vous êtes citée comme une spécialiste du frelon asiatique dans notre région. Vous avez acquis certaines connaissances sur cet insecte qu'on voit justement derrière vous à l'image. C'est aussi, le frelon asiatique a posé des soucis aussi pour les ruches. Alors pas encore cette année parce que la pression elle n'est pas encore très forte sur nos ruches et justement on lutte contre ce frelon asiatique et contre sa prolifération en Suisse pour notamment en détruisant les nids. C'est quoi le danger en fait? En fait, le frelon asiatique vient en escadrille devant les ruches et il est capable de faire du vol stationnaire devant les entrées des ruches, ce qui empêche les abeilles de sortir pour butiner. Et quand on a une pression forte, on parle de 7-10 individus devant une seule ruche et les abeilles ne sortent plus du tout. Et on a même des colonies qui pourraient mourir de faim dues à cette pression. Donc on n'est pas encore à ce stade en Suisse. On parle de peut-être, on a un maximum de 10 individus en 1 heure sur certaines ruches et certains ruchers. Mais justement, on veut éviter d'arriver à des cas problématiques comme on peut voir en France. Et puis, c'est pour ça qu'on lutte en détruisant les nids. Donc, la recherche des nids est quelque chose qui vous occupe. Un travail de fourmi parce que c'est très compliqué. Mais ça fonctionne parce que quand on détruit un nid, on détruit des milliers d'individus. Donc tout ça prend du temps effectivement pour préserver aussi nos ruches. Justement, Yves Cudré, je vais vous donner le mot de la fin. Il y a un bon avenir pour l'apiculture dans notre région, dans le district de Nyon? Alors absolument, il y a un avenir, il y a une place pour chaque ruche, chaque rucher, chaque apicultrice, chaque apiculteur, mais dans une coordination globale que peut assurer une société telle que la nôtre, évidemment. Après, il y a des fêtières cantonales qui essayent, grâce à justement ma collègue Mélanie Baudet, d'harmoniser des moyens de lutte, et on a vraiment besoin de ces gens-là au sein des sociétés pour faire en sorte que l'abeille perdure, sa présence perdure ici dans de très bonnes conditions. Je vous remercie beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Yves Cudré, donc vous êtes membre du comité de cette société d'apiculture de Nyon, et Mélanie Baudet, vous en faites partie aussi, vous êtes apicultrice donc à Céligny. Merci à tous les deux. Merci à vous pour l'invitation. En notre compagnie. On passe tout de suite au sport. En bref, puisque je voulais tout de même vous donner ce résultat de l'équipe suisse de rugby emmenée par le capitaine nyonnais Cyril Lin, qui a entamé ce week-end l'Europe Trophy de la meilleure des manières. C'était samedi à Yverdon. On va voir justement cette image. Avec une victoire 23-12 face à la Suède. Ils poursuivront leur combat pour une montée en 2e division, c'est ce qu'ils espèrent en tout cas, en affrontant la Lituanie ce samedi 11 novembre. Voilà, et du sport, on repasse à la ferme avec toi, Andrea. Voilà. Oui, Alexandre, tout à fait. Alors, regarde, ces beaux sacs de blé qui sont juste ici et le moulin qui tourne derrière. On va s'en approcher, Francis, vous allez nous expliquer comment tout ça fonctionne. Donc, c'est ici que vous lancez la machine. Donc, on ouvre le coffre, ça tourne. Alors là, il y a le grain, la céréale qui descend du tuyau, qui rentre dans la meule. Et à l'arrière, on a la bleuterie qui va tamiser la farine et qui va rentrer dans les sacs et faire le son, le déchet, si on veut. On va arrêter le moulin parce qu'on fait un peu de bruit par là. On a l'impression que c'est une vieille machine, Francis. Non, c'est assez récent. C'est-à-dire qu'on a cette machine, c'est moderne, c'est une vieille meule de pierre en granit, mais c'est un moulin que j'ai acquis en 2016 et qui était flambant neuf.
et qui fonctionne à merveille. Ouais, alors elle fait tourner un petit peu la tête à mon téléphone, mais tout va bien. Elle n'est pas encore sous. C'est pour tout à l'heure. J'aimerais voir justement là le fonctionnement. Alors on voit la farine qui sort ici dans les sacs. Je vais vous le montrer avec les déchets. Qu'est-ce que ça vous permet aujourd'hui, notamment d'avoir plusieurs diversités de pain? C'est ça, d'avoir du choix? Alors, l'avantage principal en moulin, c'est comme j'ai expliqué avec les poules, c'est de faire de A à Z, c'est-à-dire qu'on maîtrise la chaîne de A à Z. Ça apporte, après l'avantage, c'est qu'on a une farine fraîche, c'est-à-dire qu'au lieu de travailler avec un plus grand moulin, voilà, où ils font des quantités plus grandes, là, on est beaucoup plus flexible, c'est-à-dire qu'on fait des lots de 500 kilos à la fois. Et on a pas mal de variétés, différentes variétés de blés anciens. Là, on est sur du petit épeautre, qu'on appelle ça l'engrain. Et on a de l'épeautre, on a d'amidonnier, on a différentes céréales. Ouais, j'ai l'impression, Francis, que vous attachez beaucoup d'importance aussi à ce qui est ancien, peut-être ce qui se cultivait avant. Pourquoi, justement? C'est simplement Raphaël le boulanger qu'on travaille, qui a son fournil sur la ferme. Principalement, c'est par rapport au pain qu'il fait. On voit bien que ça différence. C'est différent. On va pas dire que c'est meilleur, mais c'est vraiment différent. Ça donne quelque chose. Et les gens, ils sont, on voit, les gens, ils sont à la recherche de on travaille pas, on joue pas sur l'ancien jeu poule. Non, c'est vraiment la qualité. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez justement à éduquer les gens à ce qu'on mange? Parce qu'on sait qu'on fait de plus en plus attention, quand on entend il faut manger ci, il faut pas manger ça, il faut manger du bio, du pain maison. Vous changez aujourd'hui. Vous sentez en tout cas une différence de consommation aujourd'hui chez vos clients? Alors nous, on n'est pas là pour les éduquer. Nous, on leur propose plein de différentes alternatives. Typiquement, si je prends tout ce qui est végétal, c'est-à-dire que du tofu, par exemple, avec notre soja, ou bien les lentilles, du chia, on fait aussi toutes ces alternatives qu'on connaissait pas il y a 20 ans en arrière. Et oui, on leur propose ça et les gens découvrent. C'est comme toujours tout. On est toujours habitué à manger un peu toujours les mêmes choses, du riz et puis des pâtes. Et c'est important de leur faire découvrir d'autres choses. Typiquement, comme l'engrain que vous pouvez voir là qu'on est en train de moudre. C'est un pain qui est excellent. Ouais. Puis alors, je vous montre, il y avait la machine justement à moudre, le moulin. Et puis la deuxième, Francis, c'est celle-ci qui fait l'huile avec les cuves derrière. Oui. C'est un peu, on peut dire que c'est comme le raisin. Il y a des bonnes cuvées et des mauvaises cuvées ou pas? Oui et non. C'est plutôt après sa huile. On fait 3 différentes graines. On fait de la caméline, on fait du colza et du tournesol. Et en fait, c'est une presse. La principale, c'est pression à froid, c'est-à-dire qu'on est vraiment en dessous des 40 degrés de température. Et en fait, on a l'huile qui tombe dans ces fûts. Et les fûts, on les conserve environ 2 mois par décantation. Les résidus, la décantation des matières sèches. Et après, simplement, on met la mise en bouteille. Et c'est vraiment le plus simple, naturel. Ouais. Francis Yaguet, merci beaucoup de nous avoir fait visiter votre ferme ici à Coinçin. Vous l'aurez compris, 24 heures sur 24, c'est ton self-service avec un projet aussi qui va arriver. C'est l'épicerie qui devrait sortir de terre. Elle est juste à côté. C'est prévu pour dans un an, c'est ça? Plus ou moins, ouais. On prend rendez-vous d'ores et déjà. Bonne journée tout le monde, bonne journée Alexandre. Merci beaucoup Andrea pour cette visite de la ferme. Mais regarde, ça y est, transformation en plateau. Et oui, pour une fois, c'est moi qui ai cette chance de faire une fondue en plateau avec le Mondial de fondue, 4e du nom, voilà, du 17 au 19 novembre. C'était une occasion rêvée, forcément, de faire la fête ensemble, de se préparer avant ce festival, de faire une bonne fondue. Alors merci déjà à Serge, Cédric, Mickaël et Stéphane, sur tous les 4 représentants du Mondial de fondue de Tartenien en plateau. Cette fondue, du coup, alors, qu'est-ce qu'il y a dedans, Mickaël? Du fromage. Merci, du fromage, voilà. Déjà, est-ce qu'on peut y aller? On peut tremper? Oui, on peut y aller, elle est voilà. prête. Ok, super. Bon. Vas-y, allez. Alors, c'est parti. Il y a quoi dans cette fondue, Mickaël? Du fromage. Oui. Mais alors, il faut toujours qu'il y ait 50% de gruyère AOP, c'est la règle. Hein. C'est la règle pour le concours au Mondial de fondue, 50% de gruyère AOP. D'accord. Le reste, on peut inventer. On l'a vu d'ailleurs ensemble parce que Stéphane Jaillet, on a suivi ensemble les sélections aussi au Québec et puis au Brésil. Voilà, j'aimerais manger mon pain, mais si je dois finir ma question, allez, si on y va. Alors, comme je ne connais pas ta question, ça sera un peu compliqué de me la poser, entre guillemets, mais on attend volontiers. Est-ce qu'elle est bonne? Alors en télévision, ça s'appelle Meublé. Merci beaucoup Stéphane Jaillet. Elle est excellente, merci, mais je ne sais toujours pas ce qu'il y a dedans, les 50 autres pourcents, c'est quoi Stéphane? Alors, on ne va pas rentrer dans le détail puisque cette fondue, elle a fondu championne du monde 2017. Donc le petit clin d'œil à Bénédicte Vutriche, qui a toujours sa fondue qui est commercialisée dans des grandes enseignes romandes et suisses. Parce qu'il faut le dire, ce concours, il a lieu tous les 2 ans. La dernière fois, c'était en 2019. Donc là, ça fait 4 ans qu'on attendait ce mondial de fondue. Ça y est, là, on est à 2 semaines, un peu moins.
Comment vous vous sentez, Stéphane Jaillet, président de cette manifestation? Alors, comme mes collègues du comité, très fatigués, mais on sera encore plus fatigués à la fin, donc le 20 novembre. Mais on est au taquet, on a vraiment envie de faire ce partage, cette convivialité avec les milliers de personnes, parce que je rappelle qu'on a une petite commune, Tartenien, de 249 habitants, et on attend sur les 3 jours 12 000 personnes. Donc on a vraiment configuré l'ensemble du village, on a configuré toute une logistique pour que chacun ait son confort, chacun ait sa fondue servie dans les 15 minutes, puisque le quart d'heure est le quart d'heure vaudois. Ouais. Donc venez nous retrouver soit le vendredi, soit le samedi, soit le dimanche. Et justement, pendant 3 jours, Tartenien va être en fête. Serge Dantan, vous êtes le vice-président et responsable aussi des sélections et puis de ce concours. Alors, dites-nous un petit peu comment ça se passe pour élire le champion ou la championne du monde de fondue. Je crois qu'il y a un concours pour les amateurs et les professionnels, c'est ça? Effectivement, le concours a lieu que le samedi. Qualification le matin, finale en fin de journée. Et il y a 88 amateurs et 47, 48 professionnels qui sont inscrits. Et en plus de ça, pour les finales, il y a des gens qui vont venir du Québec et du Brésil, qui sont déjà qualifiés pour les finales, ainsi que d'une émission de Cook & Show à Genève. Alors je vous invite justement, puisqu'on parle de ça, vous pouvez revoir tous les reportages réalisés par Florent Cavalieri autour justement de ces sélections. Avec vous, Stéphane Jaillet, au Québec, au Brésil, qu'est-ce que ça représente pour vous, Serge? Parce que d'avoir ces pays comme ça, lointains, qui arrivent jusqu'à Tartenien, présenter leur fondue, c'est énorme, je pense, pour cette 4e édition. C'est vrai que c'est un grand plaisir, et puis ça montre que la manifestation s'ouvre au monde, en fait. On appelle ça un championnat du monde de fondue, et bon, c'est quand même beaucoup de Suisses et de Français qui sont là, et quelques autres nationalités aussi, mais voilà, c'est une belle ouverture pour nous. Cédric, vous êtes responsable de la sécurité et de quoi d'autre déjà? Transport et différents. Et transport et autres. Bon, alors, comment ça s'organise là, à 2 semaines là? Ça y est, on est déjà en train de commencer à installer des choses. Comment ça se passe là? Alors, ça fait déjà quelques mois qu'on vibre. Oui. Qu'on dort pas très bien, qu'on trouve des espèces de combines. Mais ça va, je pense que ça va bien aller. J'aimerais que tout le monde aille parquer à Laouane et pas à la Sauvage, dans la partie nord de Tartenien, s'il vous plaît, parce que là, on a organisé 2-3 petites surprises sympathiques. Alors, si je peux profiter de cette émission, merci de... Ah oui. Ah voilà. Ça, c'est vraiment le responsable sécurité et transport. C'est ça. Et puis autrement, le reste, je pense qu'en tout cas, pour Médicaster, tout va bien se passer. Ouais, d'accord. Moi, je suis prêt, ça va. C'est vrai? Comment on se prépare justement pour un tel événement? C'est combien de personnes qui travaillent? C'est combien de bénévoles qui œuvrent, Stéphane Jaillet? Alors, je complète juste parce qu'on a des navettes aussi depuis la gare de Rolle et des navettes depuis Laouane, parce que là aussi, il faut que les gens puissent venir en train et dans une zone un petit peu de confort. Alors, pour répondre à la question, le comité, on dit, d'organisation est de 10, mais ça, c'est la tête, on dit, le haut de l'iceberg. Après, on est entre 30 et 40 personnes impliquées sur un 2e cercle. Il y a plus de 750 bénévoles. On en recherche encore, et d'ailleurs... Ah, vous avez du mal à trouver des bénévoles cette année? C'est pas du mal, mais on sait que beaucoup de festivals aussi, on sait que beaucoup de personnes ont déjà donné toute l'année. Venez donner aussi un peu de temps chez nous. Vous aurez le beau bonnet que vous portez là, d'ailleurs, magnifiquement bien. Merci. Avec une petite fondue offerte, plus que quelques petits goodies, gadgets, etc. Ouais. Mais surtout, l'honneur, entre guillemets, de pouvoir participer à ce 4e mondial de fondue. Et c'est vrai que c'est des tranches de 4 heures, donc appel aux bénévoles. Et puis, il y a effectivement tout le village qui se motive, qui se mobilise à cet événement. Comme vous l'avez dit avant, c'était 19, donc c'est 23. On a dû garder contact avec tous nos followers en bon français sur les réseaux sociaux, mais aussi à tous ceux qui sont venus en 15, en 17 et en 19. Et là, vraiment, le programme, et Michael va sûrement en parler tout à l'heure, le programme au niveau des animations, au niveau de la suissitude, au niveau de la dynamique de ce village-là, va être juste au top. Justement. Je rappelle juste qu'on a 2000 places assises, couvertes, chauffées. Donc, il n'y a aucune excuse, quelle que soit la météo, mais elle sera bonne, aucune excuse de ne pas venir à Tartenien. Et je dirais même Tartenien et Sertine, puisqu'on a tellement pris de poids, un peu comme le président du comité d'organisation, qu'il faut pousser un peu les murs. Donc, on a poussé un petit peu sur la commune voisine, Essertine-sur-Rolle, qui nous a naturellement ouvert les portes, les trottoirs et certaines maisons, qu'on puisse installer un nouveau restaurant. Eh bien voilà pour l'aspect logistique. Michael, l'aspect animation, parce qu'on ne fait pas que manger du fromage au mondial de fondue, justement. Vous occupez des animations, qu'est-ce que ça veut dire ?
Les animations, c'est la musique, c'est l'ambiance, c'est apporter un tout petit peu de chaleur, en plus du réchaud de la fondue. Oui. C'est 3 jours, 3 ambiances. On commence le vendredi midi avec un repas des entreprises, pour venir en groupe ou même entre amis, avec du yodel, du cours des Alpes, une accordéoniste. Ah là, la suicitude. Oui. Le vendredi soir, on part sur la soirée Made in Tartenia, avec Igor Blaska et le duo Stevens, qui viendront faire un showcase. Le samedi, on a la vraie grosse journée mondiale, avec comme l'a dit Serge, la compétition, les sélections, les finales. On a une dizaine de groupes qui vont venir sur l'ensemble de la journée, que ce soit des sonneurs de Toupin, des fanfares de rue, Google Music. Et puis le dimanche, 3e ambiance, journée des familles, avec un rallye des familles, organisé en partie par Rêve Suisse, avec de très jolis lots à la clé, dont le premier prix est un vol fondu en montgolfière. Ah oui, pas mal. Par ballon du Léman. Joli. Mais il y a une compétition aussi pour les enfants, c'est ça ou bien? Alors le rallye du dimanche est ouvert à tout le monde. Il est gratuit, enfin à toutes les familles. Il est gratuit. Et le résultat se fait par tirage au sort. Oui, par tirage au sort, voilà, donc la meilleure fondue des enfants aussi. Non, le dimanche, c'est un rallye à travers le village, de l'étable à votre table. D'accord. On commence par traire une vache, on voit la fabrication du fromage, puis on se déplace d'une cave à une autre dans le village. Il y a des jeux, différentes animations. Et puis on a une deuxième association qui nous donne un grand coup de main cette année, c'est Handynamique. Handicapable, c'est une association qui travaille avec des jeunes en situation de handicap et qui montre aux gens qui peuvent être capables de quelque chose. Et ils travaillent beaucoup avec les chevaux, les poneys. Donc le dimanche, pour les enfants, on aura des tours en poney dans la vigne. Et puis... Ça fait rire Cédric, les tours en poney dans la vigne. Non mais vous allez le faire aussi. Il en fait souvent. Et puis ces jeunes seront aussi présents avec le char à fondue, qui est l'emblème un petit peu de cette association, qui est basée à Savigny. Et sur les 3 jours, du vendredi au dimanche, il y a une possibilité de venir savourer une fondue en faisant un tour en calèche dans les vignes à Tartenia. Qu'est-ce qu'on veut de mieux? J'allais vous le dire. Et justement, on ne parle pas la bouche pleine. Je suis désolé, mais il faut quand même que j'enchaîne. Cédric, Serge, un petit mot quand même pour terminer cette émission. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Cédric, pour ce 4e mondial? Pas de neige, pas de pluie, puis tout ira bien. Le froid, c'est pas grave, mais soleil, pas de pluie, pas de neige. Pour moi, je crois qu'il a tout dit. Une belle ambiance, mais ça, je pense qu'elle sera l'ambiance. Et des belles découvertes culinaires quand même. Aussi, Du bon fromage, Stéphane Jaillet, le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, un grand plaisir. On a Philippe Chevrier qui, lui, justement, avec son équipe pour le jury des finales, donne cette crédibilité, cette notoriété au concours. Mais on a cette dynamique internationale, on en parlait tout à l'heure, avec aussi un peu d'animation brésilienne, un peu d'animation québécoise. Et c'est des gens qui savent justement vivre, qui sont aussi épicuriens avec leur rythme, avec leur dynamique. Et on se réjouit de partager tout ça à Tartenia et Sertines-sur-Rolle du 17 au 19 novembre. Et on se réjouit puisque Andrea Bralopo sera la présentatrice des finales. Et donc, vu que NRTV est un partenaire très serré pour cette édition. Voilà, NRTV partenaire donc de ce 4e mondial de fondue du 17 au 19 novembre. Bien sûr qu'on y sera pour vous faire vivre tout ça. Et puis moi, je viendrai faire un tour aussi à Tartenia quelques jours avant pour voir un peu l'ébullition justement et comment est-ce qu'on prépare un tel événement. Messieurs, je vous souhaite tout de bon, bonne fondue, bon fromage. Santé! Et on vous réserve un poney pour le... alors volontiers. Allez, santé, merci beaucoup. Voilà, longue vie au mondial de fondue. Et puis à vous qui êtes chez vous, merci d'avoir été en notre compagnie. On va vous souhaiter bonne fondue aussi. Et puis on vous dit à demain. Ciao.